Après le terrible raid sur l'île de Jeju, la Corée est en deuil, car bien que notre héros ait vaincu le roi des fourmis et en ait fait son serviteur, beaucoup de chasseurs ont péri durant cette opération. Cependant, en intervenant, Sung Jin-woo a pu limiter les pertes en dévoilant son immense pouvoir devant les yeux de milliers de spectateurs. Et il ne fait aucun doute que notre héros, après ses exploits, va devenir le centre de l'attention des guildes du monde entier. Et Solo Leveling n'est pas le seul univers où les États ont dû laisser le pouvoir à des entreprises plus puissantes qu'eux. C'est aussi le cas dans Girls Frontline 2 Exilium, le partenaire de cette vidéo. À la suite de plusieurs catastrophes nucléaires, le monde a connu une crise sans précédent, les États laissant peu à peu leur place à des méga corporations. Vous incarnez donc un commandant déchu dirigeant une escouade de T-Dolls, des poupées de combat contrôlées par une intelligence artificielle à des fins militaires. C'est dans ce RPG tactique percutant au système d'armes réaliste que vous allez déployer vos unités lors de nombreux affrontements contre divers ennemis plus résistants les uns que les autres. Il y a aussi la possibilité entre chaque mission d'interagir avec vos T-Dolls ayant leur propre conscience et personnalité. L'occasion idéale de souffler un peu dans ce monde marqué par les erreurs de l'humanité. À l'occasion de l'événement Mimi's Brunner's Loop, vous aurez la possibilité d'obtenir des nouveaux personnages, dont Springfield de la classe soutien, qui garantira la santé de vos unités tout en couvrant efficacement vos déplacements grâce à son arme radiant. Il y a encore de nombreux personnages, armes et cosmétiques à découvrir dans le jeu, alors n'attendez plus et téléchargez Girls Frontline 2 Exilium en passant par mon lien en description. Et encore merci à eux de soutenir la chaîne. Maintenant, il est temps de revenir sur Sung. Peu après avoir fait part au président Gun-hee qu'il comptait créer sa propre guilde, Sung est approché par Adam White, un agent américain qui a pour objectif de le recruter. Pour le convaincre de rejoindre sa guilde, il divulgue à notre héros une information top secrète. Quelqu'un parmi leurs rangs est capable de booster au-delà de leurs limites les capacités des autres chasseurs. Toujours en quête de puissance, Sung suit donc l'agent jusqu'à son bureau. Là-bas, Mademoiselle Cerner apparaît, la seule personne au monde capable de briser les limites des chasseurs. Ayant pleinement confiance en ses capacités, celle-ci n'a aucun doute que Sung rejoindra leur guilde après avoir goûté à la première phase de son nouvel éveil, pouvant aller jusqu'à une amélioration de 30%. Face à une promesse si alléchante, notre héros n'hésite pas à accepter de passer la première phase de l'éveil, qui lui est offerte sans contrepartie. Sellner, saisissant la main de Sung, plonge alors jusqu'à la source de son pouvoir afin de sonder son potentiel. Mais une fois à l'intérieur, elle ne vit que les ténèbres. Quand soudain, un sombre visage apparaît, scrutant les abysses de son âme, la perçant instantanément de ses yeux illuminés. D'un cri de terreur, Sellner revient de force à elle-même, encore sous le choc de ce qu'elle vient d'apercevoir dans les ténèbres. Durant cet éveil, Sellner a fait la rencontre d'un sombre roi qui n'est pas notre héros, n'ayant aucune limite à son obscur pouvoir. Au même moment, dans un portail s'étant ouvert quelque part dans le monde, deux mystérieux monstres se sont rejoints à la recherche de fragments de lumière éclatante. Mais ceux-ci semblent avoir été piégés par Sung Il-wan, le père de notre héros, qui les traque afin de les éliminer. Mais bien qu'il les confronte, les monstres ne manquent pas de force et restent insaisissables en se déplaçant avec leur portail. Il ne fait aucun doute qu'une terrible menace plane sur le monde et nous ne tarderons pas à la découvrir. De son côté, Sung multiplie les donjons afin d'en savoir plus sur l'origine des portails et du système. Mais chacune de ses tentatives d'interrogation se solde par un échec. La seule piste qui lui reste est cette mystérieuse clé qu'il a reçue en passant au niveau 100 sur l'île de Jeju. Seulement, cette clé se débloque que dans 417 heures. Et celle-ci ne mène à nul autre qu'au temple Carthénon, là où Sung est devenu un joueur et a acquis le système. Là où tout a commencé. Mais en attendant de pouvoir affronter ces démons du passé, notre héros se concentre à présent sur la création de sa guilde. Mais pour que celle-ci soit validée, il lui faut légalement un troisième membre. Tout à coup, quelqu'un toque à la porte. C'est la chasseuse Shaein
qui souhaite justement le rejoindre. Notre héros est alors très suspicieux quant à ses intentions. Mais la réalité, c'est que Shae est tombée amoureuse de lui après qu'il lui ait sauvé la vie durant le raid de Jeju. Si elle veut rejoindre sa guilde, c'est uniquement par amour. Mais ne pouvant avouer ses sentiments publiquement, elle ne dit rien. Ce qui préoccupe encore plus Sung, qui décide donc de lui faire passer un test d'entrée. Pour ce faire, Shae devra battre une des invocations de notre héros qu'il aura choisi. Avec sa compétence d'échange, Sung et Shae arrivent en un instant dans le gymnase d'entraînement de l'association. Une fois Shae prête, notre héros déploie Ygritte et lui confie l'épée du roi démon Baran. Le test d'entrée va donc pouvoir commencer. Ygritte commence les hostilités en déployant son épée avec un tonnerre fracassant. Mais Shaheen, avec sa rapidité, parvient à l'esquiver sans problème. Les deux entament alors un duel d'épéistes à haute intensité. Mais en l'espace d'un instant, Ygritte est complètement vaincu. Shae demande donc à Sung de déployer son invocation la plus puissante, qui n'est autre que le roi des fourmis, Beru. Par crainte pour sa sécurité, notre héros lui demande donc si elle est sûre de sa demande. Mais Shae n'a pas froid aux yeux et veut réaffronter celui lui ayant fait connaître la terreur. Sung Jin-woo déploie alors Beru et lui demande de gagner sans blesser son adversaire. Acceptant ses ordres, il pousse un puissant cri strident avant de se téléporter en un instant dans le dos de Shae. Pour gagner selon les ordres de son roi, Beru compte faire perdre toute l'envie de combattre de son adversaire en montrant la différence de niveau qu'il y a entre eux deux. Même au corps à corps, Beru esquive la lame de Shae sans faire le moindre pas en arrière, avant de la faire reculer d'un simple cri. Cependant, bien que voyant la différence de niveau, Shae n'est pas décidé à abandonner et compte attendre une erreur de Beru pour le battre. Voyant cette résilience comme un affront, Beru, guidé par son instinct de prédateur, accélère le rythme du combat en sortant ses griffes. Esquivant de justesse l'attaque meurtrière, Shae profite de l'ouverture pour canaliser ses meilleures compétences de combat et transpercer Beru avec une éclatante épée de lumière. Blessé, Beru revient à son instinct primaire, désignant Shae comme une ennemie qu'il doit exterminer. Il s'élance donc pour la déchiqueter de sang-froid, donnant lieu à une terrible explosion. Saisissant de justesse la griffe de Beru, notre héros est arrivé à temps avant qu'un drame n'ait lieu. Sung ne comprend alors pas pourquoi Shae est allée aussi loin dans ce combat et demande si c'est parce qu'elle a de l'intérêt pour lui, chose qu'elle répondra par l'affirmative. Pendant ce temps, au bureau des chasseurs américains, Selner fait part au directeur de ce qu'elle a vu en examinant le pouvoir de Sung Jin-woo. On apprend alors que tous les chasseurs détiennent leur pouvoir par le biais d'un canal relié à une entité de lumière. Plus le pouvoir est puissant, plus la source de lumière en eux est forte. Mais pour notre héros, c'est tout l'inverse. Il incarne totalement les ténèbres et n'emprunte pas de canal pour son pouvoir. Il est le pouvoir lui-même. Ce qui explique donc pourquoi il n'a aucune limite dans sa progression, contrairement aux autres chasseurs. En apprenant cela, le directeur se rend donc au sous-sol le plus profond du bureau pour trouver quelque chose qui lui permettra de recruter notre héros. Et son dévolu se pose sur l'unique pierre runique de Kamish, le premier fléau sortant d'un portail de rang S. À cette époque, seuls 5 des plus puissants chasseurs du monde ont survécu à ce raid et sont devenus par la suite des chasseurs de rang nation. Seulement, aucun d'eux n'était un mage et n'a donc pu activer la pierre runique du fléau. Dans ce profond sous-sol, dort encore le squelette conservé de Kamish ainsi que sa pierre que le directeur compte offrir à Sung Jin-woo pour le recruter. En Corée, dans son appartement, Shaheen est embarrassée par son dernier échange avec Sung, quand soudain, elle entend une voix, celle du guérisseur Min Byung-gu, surgissant des ténèbres, lui demandant de mettre en garde notre héros sur ses pouvoirs avant de retourner à nouveau dans le néant. Au sein de la guilde des chevaliers, les chasseurs ont observé l'apparition d'un des plus gros portails de rang A sur leur territoire. Cependant, n'ayant pas assez de chasseurs de haut rang, ils ne pourront le compléter sans l'aide d'une autre guilde, ce qui entacherait fortement leur réputation. Un des membres a alors l'idée d'engager un chasseur seul qui n'est autre que Sung Jin-woo pour les aider. Malheureusement pour eux,
Notre héros a très récemment fondé sa propre guilde du nom de Ajin. Après avoir négocié d'une main de maître les revenus du donjon à 50-50, notre héros participera à ce raid qui a lieu demain. Seulement, pas en tant qu'individu, mais en tant que guilde. Le lendemain, toutes les troupes sont prêtes pour lancer l'assaut. Il ne manque plus que notre héros pour que le raid commence officiellement. Avec sa capacité d'échange d'ombre, Sung se téléporte instantanément sur les lieux. La conquête de ce donjon est donc lancée. Sauf qu'au même moment, dans un lycée de Séoul, 3 élèves découvrent un portail dans une salle de classe qui n'a pas été visitée depuis un moment. Mais personne ne sait depuis combien de temps le raid a été ouvert. Une troupe d'orques ne tarde alors pas à en sortir, avec pour seul objectif d'exterminer les humains dans un bain de sang. Surgissant brutalement dans les couloirs, un véritable massacre a lieu. Une élève s'étant cachée de la boucherie arrive à appeler l'association des chasseurs pour qu'ils leur viennent en aide. Mais malheureusement pour elle, il est déjà trop tard. Dans la panique générale, des étudiants courent vers la sortie et parviennent à s'enfuir du lycée. Mais ce n'est pas le cas de tous. Certains, coincés aux étages supérieurs, ne peuvent fuir. Et c'est parmi ces élèves que se trouve Gina, la sœur de Sung Jin-woo. Les orques, sentant une source magique émanant d'elle, décident de l'éliminer. Quand soudain sort de l'ombre de Gina, 3 orques rouges qui se déploient pour la protéger. Vous l'avez sûrement compris, c'est la garde rapprochée que notre héros a attribuée à sa sœur. Au même moment, dans le donjon de rang A, la guilde des guerriers montre ses compétences pour venir à bout d'un ogre à 2 têtes, le gardien d'un donjon rempli de morts vivants. Tout à coup, Sung a un mauvais pressentiment et doit donc partir en urgence. Pour ne pas laisser la guilde qui l'accompagne en difficulté, il confie à Beru la mission de protéger les humains. Ayant utilisé sa capacité d'échange récemment, notre héros ne peut se téléporter jusqu'à sa sœur et part donc à toute vitesse vers l'entrée du portail. Mais contre toute attente, les morts vivants sur son chemin s'agenouillent devant lui et le laissent passer. Chevauchant le dragon Kaizel, Sung s'envole en un éclair vers sa sœur. Pendant ce temps, dans l'école, les ombres parviennent à éliminer les orques assaillants. Mais l'ouverture du portail étant complète, le boss du donjon peut enfin sortir. Alors quand celui-ci se retrouve face aux ombres, il n'a aucun mal à les éliminer. Bien que celle-ci ne cesse de se régénérer, le boss se retrouve assourdi par la voix dans sa tête, lui ordonnant de tuer les humains. Il demande donc à ses hommes de l'aider pour immobiliser les ombres et finit par attraper Gina. La serrant brutalement dans sa main, il s'apprête à lui exploser la tête. Quand soudain, l'orque ressent une vague de terreur. Un sentiment de mort imminente le forçant à relâcher la fille. Lui et ses troupes se préparent donc à l'impact avant qu'une explosion ne retentisse. Notre héros est arrivé juste à temps pour sauver sa sœur et ses camarades, bien qu'une terrifiante colère brûle en lui. Laissant ses ombres évacuer les survivants, les orques, immobilisés par la peur, ne peuvent qu'attendre leur sentence. En un instant, Sung fait une véritable boucherie en exterminant les troupes orques, gardant uniquement leur chef en vie. Observant le massacre qui a eu lieu dans cette école, notre héros veut savoir pourquoi les monstres tiennent tant à tuer les humains. L'orque lui parle alors de la voix dans sa tête. Mais cette même voix ne lui dit rien pour Sung. Les monstres, ainsi que le système, ne le considèrent donc pas comme un humain. N'ayant pas plus de réponse, notre héros élimine donc le chef des orques, ce qui referme le portail. Pendant ce temps, dans le donjon de rang A, Beru n'a aucun mal pour arriver jusqu'à la salle du boss, devant la stupeur générale de la guilde des guerriers. Le boss, qui est une liche supérieure, inspire la peur aux chasseurs, car c'est cette même créature qui a réussi à anéantir une guilde entière par le passé. Beru se tient alors prêt pour le combat, mais la liche, voyant l'armée des ombres s'approcher, ne comprend pas pourquoi les troupes de son roi l'attaquent. Avant que la discussion n'aille plus loin, Beru engage la confrontation et élimine la liche en un instant. Face à cette scène complètement irréelle, la guilde des chevaliers prend conscience qu'avec ses invocations, Sung Jin-woo est plus puissant à lui seul que n'importe quelle guilde de Corée. Après le drame qui a eu lieu au lycée,
la Corée est de nouveau en deuil. Go Gun-hee, le président de l'association des chasseurs, fait donc part à notre héros d'une augmentation drastique du nombre de portails depuis ces 6 derniers mois, tout comme le nombre de chasseurs, comme si le monde voulait maintenir un équilibre. Quoi qu'il en soit, des guildes du monde entier veulent entrer en contact avec notre héros pour le recruter, mais le président lui demande de rester en Corée, sans quoi le pays ne pourra pas survivre face aux prochaines crises à venir. Dans cet objectif, il compte faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour que Sung reste en Corée. Notre héros lui demande donc de le laisser entrer seul dans les donjons de haut niveau. Le président compte donc faire ce qu'il peut pour le dispenser de la loi concernant l'effectif minimum des chasseurs. Dans le conseil de l'association des chasseurs, le débat fait rage concernant la demande d'émancipation de notre héros. Mais Gun-hee assume ce traitement de faveur comme une nécessité pour le futur du pays. Car, en cas de portail de rang S, personne d'autre que notre héros ne pourra fermer le donjon. Le lendemain, la demande de Sung est finalement acceptée par le conseil, et il peut enfin faire son premier donjon de haut rang seul. Woo Jin-chul est tout de même mandaté par l'association pour garantir le bon déroulement du raid, et enfile donc sa tenue de chasseur. Sauf qu'il va vite tomber de haut, quand il voit à l'œuvre les invocations des ombres, totalement anéantir les monstres du donjon et récupérer les ressources. Face au boss de la zone, notre héros décide de s'y coller pour ne pas perdre la main. Et en un instant, l'immense Naga se fait découper, accordant à Sung un niveau supplémentaire, boostant ses capacités d'ombre. D'autant plus qu'il ne va pas se priver d'ajouter le boss à sa collection. Face à cette démonstration de force, Woo Jin-chul sort du donjon livide, avant de faire un rapport tout aussi exhaustif au président du massacre qu'il vient de voir. Cependant, le même jour à Tokyo, un immense portail rougeâtre fait son apparition, et il ne fait aucun doute que celui-ci est de rang S. Une réunion de crise a alors lieu au bureau des chasseurs japonais, car avec les nombreuses pertes sur l'île de Jeju, le pays ne possède plus assez de chasseurs de rang S pour fermer ce portail. Pour protéger les habitants, le gouvernement n'a d'autre choix que de faire appel à des chasseurs étrangers. Seulement, il n'y a que les chasseurs de rang nation qui peuvent venir à bout d'un tel portail. Et n'ayant pas assez de fonds pour une telle dépense, le dévolu de l'association se jette sur Yuri Orlov, un chasseur russe de rang S, spécialiste des barrières. Quant à notre héros, repartant vers son bureau, il tombe sur Shaheen, qui lui fait part du sombre message qu'elle a reçu de Min Byung-gyu concernant ses pouvoirs, car chaque être ramené à la vie en tant qu'ombre est complètement asservi, dépossédé de sa volonté ainsi que de sa propre conscience. L'origine du pouvoir des ombres cache encore bien des secrets, et les découvrir est devenue la principale motivation de notre héros. Et cela tombe bien, car la clé menant au temple Carthénon, là où tout a commencé, va bientôt être débloquée. Pendant ce temps, les négociations entre le Japon et Yuri Orlov ont lieu. Bien qu'il demande une somme astronomique pour maintenir le portail durant toute une année, les chasseurs ne peuvent négocier un meilleur tarif au vu de l'urgence de la situation. Même après des provocations de Yuri, les chasseurs de rang S ne peuvent ne serait-ce que bouger le petit doigt face à son pouvoir de barrière, les immobilisant complètement. Face à cette démonstration de force, le Japon n'a d'autre choix que d'accepter son offre pour préserver leur pays. De son côté, Sung se prépare pour retourner là où tout a commencé. Et une fois la clé débloquée, il obtient la localisation du portail, qui se trouve nul autre qu'au lycée, où il y a eu le massacre par les orques. Cependant, il y a un problème. Bien que la localisation du portail vient d'apparaître, celui-ci est déjà en fait ouvert depuis plusieurs jours. Et un groupe de chasseurs se trouve déjà à l'intérieur. Notre héros prévient alors les autorités sur place du danger à venir avant de pénétrer dans le donjon. Heureusement, Sung arrive à retrouver la troupe de chasseurs, bloquée devant la porte du temple qui demeure fermée. Étant le seul à posséder la clé, Sung finit par l'ouvrir. Mais les chasseurs, ayant acheté les droits de ce donjon, veulent absolument le finir par eux-mêmes pour en récupérer les richesses. Le chef de troupe pénètre donc dans le temple. Mais à peine franchit-il la porte
qu'un immense soldat de pierre manque de le tuer. Sans l'intervention de notre héros, ce chasseur serait déjà mort. Ayant vu le danger de leurs propres yeux, la troupe part prévenir l'association du danger, avant que notre héros franchisse les lourdes portes du temple qui se referment immédiatement derrière lui. Tout semble alors aussi identique que la première fois où il est venu. Mais avec sa nouvelle force, notre héros est confiant. Il s'adresse donc à la statue, se trouvant être la seule source de magie de la pièce, qui n'est autre que l'effigie tenant dans ses mains les lois divines. Brisant d'un seul coup la tablette de pierre, ce mystérieux être ne répondra aux questions de notre héros qu'à l'unique condition qu'il réussisse le test final. Les chevaliers de pierre se lèvent tout à coup. Sung compte donc sortir ses ombres, mais d'un claquement de doigts, ses compétences de classe se retrouvent scellées. S'il veut réussir le test, notre héros ne pourra compter que sur lui-même. Les chevaliers lancent l'assaut. Sung se sert alors de la force et de l'agilité qu'il a développée au fil de ses entraînements pour les éliminer un par un, prenant sa revanche sur ces titans, lui ayant fait connaître la peur et le désespoir. Ravi de voir les progrès de notre héros, l'architecte fait se lever sa plus puissante création, la statue de Dieu, arborant une nouvelle fois son sourire maléfique. Face à une telle menace, Sung esquive de justesse son rayon destructeur et fonce à toute vitesse vers lui, parvenant à atteindre son épaule et le taillader avec ses lames. Mais la résistance de la statue est telle que ça ne fait que l'égratigner. Pour en venir à bout, notre héros va donc devoir utiliser toute sa force à main nue. Sung enchaîne les frappes jusqu'à ce que le sourire démoniaque de la divinité se brise avant de s'écrouler sur le sol. Face à cette démonstration de force, l'architecte félicite notre héros pour sa progression, avant de lui dévoiler le test final. Recevant une quête urgente du système, notre héros va devoir vaincre l'architecte lui-même dans les 10 minutes à venir, sans quoi son cœur s'arrêtera sur le champ. Pour survivre à cette épreuve, Sung Jin-woo devra battre l'architecte, qui n'est autre que le créateur du système en personne. Ses ailes se métamorphosant en bras, l'architecte bouge en un éclair et d'un coup de poing, envoie valser notre héros à l'autre bout de la pièce. N'ayant pas le temps de se focaliser sur la douleur, Sung se concentre sur le rythme du combat et dévie les coups brutaux de son adversaire jusqu'à ce qu'il trouve enfin une ouverture pour contre-attaquer. Prenant du plaisir au combat, l'architecte annonce à notre héros que les réponses qu'il recevra à ses questions ont déjà été choisies à l'instant où le système a été créé. Récupérant les armes des chevaliers dans chaque bras, l'architecte avoue alors qu'il n'a pas spécialement choisi notre héros pour devenir un joueur du système, avant de l'attaquer de front. Se livrant dans un combat à haute intensité, l'essence de Sung s'aiguise à chaque coup porté, lui faisant gagner en vitesse et en esquive. Notre héros, plongé dans une concentration intense, sent qu'à présent, il peut gagner ce combat titanesque. Voyant la défaite se rapprocher, l'architecte, de rage, dresse une nouvelle fois ses créations pour qu'elles prennent part à la bataille. Dans un fracas assourdissant, Sung parvient méthodiquement à briser les statues une à une jusqu'à mettre échec et mat l'architecte 2 minutes avant que son cœur ne s'arrête. Notre héros a gagné son éprouvant combat et a réussi le test final. L'architecte lui dévoile donc que la réponse à toutes ces questions se trouve déjà en lui et l'invite à récupérer ses souvenirs. Voulant en savoir plus, Sung Jin-woo accepte et se retrouve projeté dans une vision du passé. À l'aube d'une sanglante bataille, une armée de milliers de monstres se sont réunis, regardant de menaçants portails vers le ciel, avant que ceux-ci ne tardent pas à faire apparaître des légions de soldats ailés semblables à des anges. Une terrible guerre entre les deux factions a alors lieu. Mais malgré leur nombre, les monstres se retrouvent complètement décimés face au pouvoir des anges. C'est une bataille à sens unique. Du moins, jusqu'à ce qu'une sombre voix, surgissant des ténèbres, réanime toutes les ombres des défunts monstres instantanément. Dressant une nouvelle armée immortelle face aux anges, le monarque des ombres vient d'apparaître. Et ce seul individu renverse le cours de la bataille grâce à ses ombres. Quand soudain, de nouveaux portails apparaissent, faisant surgir le clan des bêtes et leur monarque,
ainsi que le clan des démons mené par Baran. Ces deux monarques viennent de trahir le roi des ombres en s'alliant aux anges, et la bataille reprend alors de plus belle. Dans ce conflit interne, versant une nouvelle fois des torrents de sang, seul le monarque des ombres reste debout, questionnant Baran sur sa trahison. Mais n'ayant que des réponses floues, il décide de l'exécuter. En se rappelant le visage du roi des démons qu'il a lui-même vaincu, Sung Jin-woo se surprend à la place du monarque des ombres, remarquant en lui qu'un nouveau cœur vient d'apparaître, un cœur de ténèbres, avant de réaliser qu'une énième bataille contre les anges l'attend. Au même moment, l'association des chasseurs finit par arriver près du portail, mais face au terrifiant mana qui en sort, Woo Jin-chul contacte la guilde la plus proche pour y envoyer leurs meilleurs chasseurs. Choi Jong-in et Chae-in, tous deux des rangs S, finissent donc par atteindre la porte du temple, dégageant un mana incommensurable. En pénétrant dans la pièce, il remarque immédiatement les dégâts causés par les combats de notre héros. Seulement, leur venue n'est pas désirée par l'architecte qui attend impatiemment le réveil du roi. En effet, plongé dans les échos du passé, notre héros est complètement immobile et inconscient. Mais avant même que la guilde ne comprenne ce qu'il se passe, l'architecte passe à l'offensive et exécute plusieurs chasseurs d'un coup. Choi donne donc des directives en urgence, les chasseurs devant affronter les terrifiants chevaliers de pierre et la statue de Dieu. Malgré leur force, les rangs S se rendent rapidement compte que leur puissance n'est clairement pas assez élevée pour endommager les statues. Engagés dans un combat ne leur promettant que la mort, Choi réalise que leur seule chance de survie est de faire revenir Sung à lui-même. Cependant, l'architecte veille à ce que personne ne dérange le sommeil du roi. Chae-in doit donc affronter l'architecte qui lui bloque le passage, mais elle se retrouve rapidement blessée, ne pouvant suivre le niveau de son adversaire. Le désespoir commence à gagner les chasseurs, qui ne pourront bientôt plus résister aux assauts des statues. Choi fait donc diversion sur l'architecte pour que Chae puisse atteindre notre héros. Mais cette tentative se solde une nouvelle fois par un échec, jusqu'à ce que l'architecte remarque une ombre de Sung Jin-woo présente sur elle. Il compte donc la laisser en vie pour qu'elle assiste à l'incarnation du roi des ombres en ce monde. Mais au moment où les chasseurs s'apprêtent à être exterminés, un coup fulgurant brise la mâchoire de l'architecte. Sung Jin-woo s'est réveillé et demande au créateur du système ce qu'il a fait à son corps. Pris de panique, l'architecte se rend compte que ce n'est pas le roi qu'il a face à lui, mais bien notre héros. En obtenant ce cœur noir durant les visions du passé, Sung partage à présent le même pouvoir que le monarque des ombres. Pour la première fois pris de terreur, l'architecte informe le roi des ombres que les autres monarques ne resteront pas les bras croisés face à cette trahison. De plus, il prévient que si notre héros le tue, le système disparaîtra avec lui et il redeviendra un simple chasseur de rang E. Seulement Sung a déjà pensé à cette éventualité, mais il parie que le système ne s'effondrera pas après la mort de son créateur. L'architecte, craignant pour sa vie, tente de supprimer immédiatement le système, mais rien n'y fait. Son accès est bloqué. En ayant acquis le pouvoir du monarque des ombres, notre héros a complètement dévoré le système pour en prendre le contrôle. En un éclair, Sung extermine complètement l'architecte qui, dans ses dernières paroles, dicte une prophétie annonçant la mort prochaine de notre héros, chose qu'il est prêt à affronter. Après ce terrible combat, les chasseurs sortent blessés et exténués du portail et, malgré l'intervention de Sung, les morts parmi les chasseurs n'ont pas pu être évités, créant une nouvelle tragédie dans cette école. De plus, notre héros n'a pas obtenu toutes les réponses qu'il souhaitait, voire même, ça en a créé encore plus. Chae s'inquiète alors pour lui en le voyant, car complètement épuisé de son précédent combat, Sung ne tarde pas à s'écrouler de fatigue. Au même moment, à Tokyo, Yuri Orlov a fini ses préparatifs et avec l'énergie de milliers de cristaux de mana, dresse une immense barrière qui s'auto-alimente en continu pour bloquer les prochaines sorties de monstres.
Observant de loin ce funeste portail, Sung Gil-Wan, le mystérieux père de notre héros, voit que tout est en train de se dérouler selon la sombre prophétie. Quand soudain, le portail d'un rouge écarlate finit par s'ouvrir, sonnant le début d'un cataclysme sans précédent.